Bien, je viens de terminer le chapitre 11, la hantise. Alors, c'est un scénario qui est très intéressant pour ce qui est avancer l'histoire. J'entends par là qu'on apprend beaucoup de choses. Je vais essayer de pas trop en dire, mais histoire de vous en donner assez pour que vous ayez la suite de l'aventure, que ce soit pas trop haché. En gros, donc le conseiller Klee, on le rencontre et il nous dit des choses. Lors de ce scénario, on va affronter la hantise du roi mort-vivant. Donc c'est un nouveau système de gameplay où on a dans un dungeon crawler effectivement une découverte, comme on a depuis sur beaucoup d'autres scénarios, une découverte donc du plateau avec un système de portes. Et là, à chaque fois qu'on va avancer une porte, on va avoir un système de hantise. La hantise, qu'est-ce que c'est? C'est l'apparition donc du roi mort-vivant sous forme de spectre, on va dire, entre guillemets. Il va pas avoir son deck de jeu, etc. Non, il va avoir un système de cartes comme celle-ci, un petit peu comme qui arrive à la fin en fait de la piste d'initiative, où ça va déclencher une action en fonction de la rune qui a été ou les runes qui ont été utilisées à la fin de la piste d'initiative. Bon, jusqu'ici c'est très intéressant parce que les hantises en fait ont un nombre de points de vie. Donc en fait l'idée de ce scénario, vous allez les cibler en premier, ensuite tuer les petits mobs, ouvrir une porte et avancer dans l'histoire. Ce qu'il y a, c'est que si on les tue pas, ces hantises, rapidement, on se retrouve à subir des dégâts style brûlure, style intoxication, etc. Et ça, ce sont des statuts qui, pour enlever, il faut se purifier. Et quand vous avez un toxique 5, comme ça m'est arrivé à la fin, bah, il fallait absolument que la partie se termine rapidement, sinon ça allait être la mort. Bon, du coup, en somme, ce qui se passe, c'est que les mobs ont pas, on va dire, une énorme résistance face à nos héros. Par contre, la difficulté du gameplay est assez élevée pour nous mettre le stress et nous faire avancer rapidement, au risque qui, si on réfléchit pas assez, ou si on va pas assez vite, ou si en fait on n'a pas de bol, c'est le gameplay qui va venir nous manger directement. Donc là, pour ça, je vous invite à réfléchir. Si vous prenez un Toxic 5, un Brûlure 5, etc., en 2 tours, vous êtes cuit, quoi. Donc voilà. Les hantises sont à ne pas prendre à la légère et à dégager le plus rapidement possible. Heureusement qu'elles n'ont que 12 points de vie. Donc sinon, ça serait l'enfer. Donc on avance dans le scénario et là, on se rend compte qu'en fait, le roi mort-vivant que l'on affronte dans le monde non spirituel est en fait la réincarnation d'une personne liée au monde vivant actuel. Cette personne, c'est quelqu'un, on apprend que c'est quelqu'un, et que ce quelqu'un n'a pas déjà été tué avant, mais était quand même, enfin quand je dis avant, c'est dans le passé de Drunagor. Par contre, il est, on va dire, la réincarnation, le descendant de Gilgamesh, non pas de Gilgamesh, pas du tout, justement Gilgamesh c'est lui qui a tué la liche, voilà, descendant de la liche que Gilgamesh a tué dans le passé. Et d'ailleurs c'est un petit peu cette guerre qui avait en plus donné naissance au peuple de Daren. Et pourquoi on dit doctrine du soleil couchant? Parce que tout simplement ce peuple de Daren qui s'est créé il y a des milliers d'années s'est déplacé en direction, en fuyant la liche en fait au final, en direction de l'ouest, donc le soleil couchant. Voilà. Donc ça donne, on va dire, un petit peu une idée, etc. des légendes qui tournent autour de Drunagor et donc du peuple de Daren. À savoir que je ne vais pas trop vous en dévoiler. Par contre, cette liche, on apprend comment elle a été détruite. Gilgamesh réussit à la détruire en utilisant un médaillon qu'il avait placé dans, ils disent, dans les reins, le creux des reins de sa mère. Donc à mon avis, il faut juste que la mère de cette liche porte ce médaillon pour pouvoir après Gilgamesh attaquer physiquement la liche et donc pouvoir la détruire. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, l'introduction
de notre future quête qui va très certainement être d'aller chercher un médaillon, je pense, vu qu'à la fin de ce scénario numéro 11, il en est un petit peu question avec Klee. Donc là, on va avoir le dernier scénario, j'espère que ça va être le dernier scénario dans le monde spirituel. Non pas que ça ne m'intéresse pas, hein, cette ambiance spirituelle, etc. Alors il y a une certaine redondance au niveau des monstres, ça c'est sûr. Le gameplay un petit peu différent, donc ça c'est plutôt pas mal. Une ambiance qui est complètement différente aussi, et ça vraiment pour le coup c'est plutôt bien réussi. Mais ce qui me stresse là, c'est que je me dis j'ai encore un scénario complet à faire, alors que j'ai mes deux personnages qui en sont arrivés au maximum de leur cube maudit. Donc si je viens en repiocher, c'est la fin en fait au final. Donc j'ai passé mon temps, à mon avis au début, à essayer de soigner, purifier, parce que, soigner, plutôt purifier, parce que je suis vraiment dans le dur là maintenant. À la fin de ce scénario, en plus, on nous dit de retirer les runes qui étaient sur le plateau et sur la piste d'initiative, mais on nous dit pas de les remettre dans le bag. Et dans le bag, grosso modo, oh, il m'en reste au moins au moins la moitié, ouais, à peu près la moitié au toucher. Des runes disponibles. Donc ça nous laisse présager encore une partie qui risque d'être assez longue. Les parties actuellement font à peu près 2 heures, donc là je pense à peu près la même chose. Et ça sous-entend que ça va être très compliqué au niveau santé de malédiction de mes personnages. Parce que santé ça va, hein, heureusement qu'on repart à zéro. Mais pour le moment, pas de cubes trauma encore qui ont été pris, donc on préserve les auras, etc. Donc c'est bien. Par contre, très intéressant dans ces scénarios, c'est de prendre donc ça, hein, cette fiche de notes, et de marquer les différents statuts auxquels vous avez le droit. Parce que les statuts, donc certes, sont effacés à la phase de campement, mais vous avez un scénario qui est continu. De ce fait, un scénario continu, vous avez plusieurs statuts qui vont venir se stack. Et ça, c'est important, c'est très important, un scénario, des statuts qui viennent se stack, parce que on peut comboter beaucoup de choses. Voilà. Donc, comment on a ces statuts? Je l'ai expliqué déjà un petit peu tout à l'heure. Ça dépend des positions, des choix que vous faites au cours de votre partie, hein, tout simplement. Donc, il y en a qui servent plus que d'autres. Voilà. Et malheureusement, on ne peut pas avoir tous les statuts super pétés en même temps, parce que faire les choix qui permettent de faire ça, à part tricher, je vois pas comment on fait. Donc c'est super bien pensé, c'est suffisamment fort et équilibré pour ne pas être ennuyant. Par contre, c'est vrai que là, ça devient assez oppressant et compliqué. Je sais pas comment va se passer mon dernier chapitre. Vraiment, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je vais pouvoir loot beaucoup de coffres pour essayer d'aller chercher des potions de purification? J'en ai aucune idée, mais ça va vraiment me compliquer la vie, je pense, au prochain tour, au prochain scénario. Voilà, donc du coup, vous l'aurez compris, stress, intrigue, tout pour plaire. Donc on va s'orienter dans le chapitre 13 rapidement. Allez, fin du chapitre 12. Hein, ça, je crois que c'est le chapitre le plus épique du jeu pour le moment. Pourquoi? Plusieurs choses. Déjà, c'est un chapitre successif, on arrive à la fin, donc le dénouement, c'est le titre de ce chapitre 12, où on a des portes qui sont indiquées 0, en fait. On les mélange, on les place aléatoirement, et ça va, dans ce monde des esprits, nous faire ouvrir des portes un petit peu de notre esprit au final, de nos pensées, de tout ça. On va rencontrer plusieurs PNJ, plusieurs choses, avec plusieurs interactions, toujours avec le système de nœuds à aller récupérer pour un cube action, avec le même système de ténèbres, etc. Le gameplay, déjà rien que là, est très intéressant parce que il est extrêmement rejouable, ce scénario, grâce à ça. Ensuite, attention à la mise en place. Au tout début de ce chapitre, souvenez-vous, au chapitre 11, on vous demande de retirer de la piste d'initiative les runes, mais pas de les remettre dans le sac, surtout pas. Ouais. Donc faites bien attention de bien les avoir mis de côté, et là vous allez pouvoir les réutiliser pour faire les nœuds en question. Ensuite, donc au niveau du scénario, ça s'est plutôt bien déroulé. À savoir, même si c'était épique. Alors du coup, pour un petit peu avant vous parler un petit peu du scénario, on se retrouve donc
dans les limbes de notre esprit, au final, dans ce monde spirituel. Et on fait face à notre être cher, notre âme sœur. En fait, c'est là où on comprend la traduction en anglais, âme sœur. Donc là, on rencontre notre âme sœur qu'on a tuée. Et on va essayer de courir après donc, ce scénario et pour essayer de la retrouver. Donc il y a plusieurs éléments qui se passent. Donc du coup, moi, je commence ma première porte. Ça se passe bien, les monstres, on leur roule dessus. Pour le moment, c'est clair, là maintenant, on leur roule dessus. Le seul truc, c'est que ce qui nous, on va dire, nous freine est relativement compliqué. C'est même pas les ténèbres, parce que les ténèbres en soi, elles rythment un peu le jeu sans être vraiment extrêmement oppressantes. Souvenez-vous, au chapitre avant, je vous ai dit que j'étais au maximum des cubes malédiction que je pouvais avoir sur mes fiches personnages. Donc j'ai passé mon temps à faire 2 actions, me soigner, purifier 2 fois et avoir mon action de rappel, etc. Donc ce qui me faisait perdre à chaque fois 50% de mon efficacité. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup freiné. Mais il n'y avait pas d'autre alternative. Parce que c'est ça qui va en fait rythmer plus ou moins le jeu. Ceci dit, si on perd, c'est pas grave. Il y a un arc qui est conçu en cas de défaite. Voilà ce qui se passe. Moi, je ne voulais pas perdre. Donc, oui, la partie a été longue, mais parce que j'ai décidé de stall ma game, hein, tout simplement. Me soigner, purifier, jouer, soigner, purifier, jouer, c'était très long, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout grâce à ça. Donc, première porte, ça fonctionne bien. La deuxième porte, ça fonctionne bien aussi. Troisième porte, je me dis, bon ben voilà, il fallait trouver 3 mots, il fallait réussir à écrire 3 mots clés sur sa fiche de dialogue en fait, hein. Et je me dis bon ben voilà, c'est bon, j'ai fini. Et là non. Pas du tout, c'est pas du tout fini. Au contraire, on dit bah non, t'as débloqué un PNJ. Et toi qui penses que t'as fini, tu dis ah ben j'ai encore des tours à faire. Donc du coup tu te dis bon ben faut faire les actions, etc. pour récupérer un petit peu des runes. T'arrives à la 4e porte, et là en fait le gameplay, ce que je vous ai pas dit, c'est que lorsqu'on crée un nœud, on doit prendre 5 runes. Jusqu'ici c'est normal. 5 runes qui ont été mises de côté. Ensuite, tu ouvres la porte 1, tu ouvres une porte, à ce moment-là tu rajoutes une rune du bag dedans ton nœud, dedans ta pile. Tu ouvres 2 portes, tu vas en piocher 2, 3 et donc 4, tu vas piocher donc 4 runes et tu vas mettre 5, ça fait une pile de 9. À la fin, la pile elle est énorme, elle est conséquente et tu te dis est-ce que je débloque cette pile, est-ce que je vais chercher pour un cube action à descendre un petit peu la pile ou est-ce que je vais attaquer? Qu'est-ce que je fais? Et là, la prise de décision est très importante sur le dénouement de ce scénario. Et donc le chapitre porte très bien son nom aussi, parce que lorsqu'on arrive sur le chapitre 4, on fait l'interaction, j'arrive à avoir mon 3e mot. Fin du scénario, tu dis c'est bon, c'est terminé, il me reste plus rien au niveau de mon bag. Je me dis c'est parfait, c'est très bien équilibré, il me restait 2 runes. Je me dis bon bah du coup c'est parfait. Et alors attendez. Et là, à ce moment-là, donc fin du dénouement, on te parle de l'être aimé, enfin qui arrive, etc. C'était donc le jeton événement qui arrive au milieu du plateau, super, toute jolie, waouh, super de te retrouver, machin et tout. Et en fait, il s'avère qu'elle est mangée, corrompue par une abomination, une tourmente de convoitise. Alors je pense que c'est plus ça hein, qui vient, on va dire, l'assimiler, l'accaparer, la posséder, plutôt qu'un vampire ténébreux, parce qu'après on te dit que le personnage qu'on va affronter c'est un tourment de convoitise, donc je pense qu'il y a un problème de traduction à ce niveau là. Et là on a un monstre où il faut faire donc 8 points de vie multipliés par 2 joueurs plus 4, donc 2 joueurs plus 4, oui c'est ça, donc 4 et 2 ça nous fait 6 multiplié par 8. Le bonhomme s'est retrouvé avec 48 points de vie. Autant vous dire que c'était pas gagné du tout, sachant qu'on sait qu'il me reste 2 runes dans mon bag. Donc là où je me dis que c'était intéressant, c'est qu'au final, bon ok ça va être compliqué, mais j'ai réussi à sortir mes 2 compagnons. J'ai un PNJ que j'ai récupéré en plus qui tape plutôt bien, il a une action qui fait 3 dégâts en multi-coup 2, donc il fait 6 à tous les tours. Donc ça déjà c'est à prendre en compte, c'est pas négligeable. Et je me dis, bon, moi mon tour avec Lord W, il est fini.
J'ai Maya, j'ai la possibilité de mettre des stacks comment on appelle ça, d'hémorragie sur le balafré qui vient d'arriver. Je vais essayer de m'en sortir autour de l'ordre W. Le truc, ce qu'il y a, c'est que en fait, je suis tombé sur la carte précipitation lors des commandeurs, lors des cartes de commandant, et ça fait qu'en plus c'est une carte orange sur un tourment de convoitise qui est orange, qui fait qu'à son tour il joue 3 fois et il fait 5 dégâts par tour. Alors je me dis, imaginez si à la place je serais tombé sur je crois qu'il y a une carte, je crois que c'est Tyran, je crois qu'elle s'appelle, on l'a déjà vu dans les scénarios antécédents. Elle rajoute X points de dégâts en passif à la bestiole, au commandeur. Ce qui fait que là il aurait pu taper par exemple à 7, 8, 9, 3 fois de suite. Autant vous dire qu'à tanker c'est très compliqué. Mais non, je suis tombé sur étrange missile. Ça lui donne en fait des dégâts qui portent un peu dans tous les sens, à portée illimitée. Et là en rune bleue j'en avais que 2, donc j'étais plutôt sauvé à ce niveau-là. On accepte d'encaisser 2 dégâts. Voilà. Donc à mon tour de jeu, ça se passe bien, j'arrive à mettre les égratignures et effectivement leur W à la fin, au début du tour, possibilité soit d'aller le chercher, enfin soit d'aller comment ça s'appelle, faire l'action pour remettre des runes dans le bag. Je n'en voyais pas trop l'intérêt à ce moment-là, soit d'attaquer cette bestiole en me disant qu'il me reste en fait que 2 cubes action et j'ai soit le choix de me régénérer et repartir pour un tour de jeu, tout en sachant que je vais devoir l'encaisser 3 fois la bestiole, soit à ce moment-là d'essayer de le tuer mais de pas me soigner et de mettre fin à la partie. Donc au final ça se joue sur lui. On rappelle qu'il a hémorragie, je fais une action qui permet en fait tout simplement de faire des critiques sur 16, rajouter 2 dégâts, multiplier les dégâts par 2 sur hémorragie. Au final j'ai réussi à lui mettre un coup qui fait énormément de dégâts, à savoir 4 plus 2, parce que ça c'était sa capacité spéciale, ça fait 6, multiplié par 2, 12 sur un coup critique, j'ai fait 17 à ce moment-là. Ça a fait une attaque qui faisait 24 dégâts d'un coup, sur une seule attaque, sachant que j'avais encore des concentrations derrière, etc. J'ai réussi à m'en sortir, à le bolosser. Donc super, j'arrive à la fin, je le tue, je me dis ça y est, terminé, tout content. Et là, aujourd'hui, maintenant, je peux vous dire que j'ai un petit regret, c'est pas fini. On te dit, ben voilà, donc tu as ton âme sœur qui apparaît. On apprend des choses dessus, je ne vais pas vous divulgacher, mais effectivement, on comprend plein de choses. On sait ce qui s'est passé, et en même temps on est triste pour notre personnage aussi en même temps, parce qu'on le suit depuis le début, on comprend ce qui s'est passé, on voit on sent tout ça. Et cet être aimé nous dit, bon ben voilà, je suis aussi, je n'ai pas subi l'ascension, je suis entre les deux. Et la question du personnage, et notre héros, qui est tout à fait logique, qui est, mais pourquoi tu es là? En fait finalement, qu'est-ce que c'est l'ascension? Comment on fait pour partir de notre point vivant à notre vraiment mort et ne plus être dans ce monde spirituel? Et l'enclin nous dit, bah voilà, écoutez, c'est très simple, vous pouvez terminer le chapitre et donc le monde spirituel maintenant, soit faire le chapitre 13 et attaquer la suite en tant que chapitre continu. Ah! Et c'est là où je me dis, ben, je ne peux pas faire le chapitre suivant, il me reste qu'une seule et unique rune pour commencer le chapitre numéro 13 dans le monde spirituel. J'ai tous mes personnages qui sont au taquet en termes de cube malédiction, ce qui fait que je vais pas pouvoir stall la game comme je veux et je risque de perdre dès le premier tour. Et comme j'ai plusieurs auras, etc., je veux pas prendre de trauma, je veux pas la perdre non plus parce que beaucoup de choses font que je ne peux pas me satisfaire d'une défaite au niveau en fait des bonus que j'ai récupérés. Donc je décide de mettre fin au chapitre 12 et donc de ne pas faire le chapitre 13 et passer directement au chapitre 14 sans savoir ce qu'est l'ascension, parce qu'on l'apprend à ce moment-là. À mon avis, on n'apprend pas que ce qu'est l'ascension, on apprend beaucoup de choses au niveau des ténèbres. Et ça restera une interrogation, une intrigue pour le run suivant finalement, parce que je n'aurai pas la réponse là maintenant. Mais maintenant que je le sais, vous voyez, donc prochaine run,
sur ce chapitre 12, on saura qu'il y a un petit quelque chose. On fera un peu plus attention, on se préparera, on ira chercher un maximum de runes pour être prêt pour ce chapitre 13. Ah, ça me démange, c'est dommage, mais bon, je peux pas le faire. C'est la loose assurée si je reste sur si je me lance sur le chapitre 13. Donc du coup, il n'y en aura pas. J'arrive donc à l'intermède numéro 3. Où Tarmargar et donc la Valkyrie nous réveillent, on apprend qu'on est resté 3 jours dans le monde spirituel, qu'on a perdu du poids, qu'on n'est pas en bonne santé. Tarmargar, lui, est satisfait, il avait raison, c'est un être plus profond qu'un simple nécromancien. Voilà, donc encore une fois, j'aimerais vraiment vous en dire plus, mais je préfère vous laisser un petit peu découvrir le jeu si vous souhaitez l'acquérir, mais sachez qu'il n'y a pas que ça en fait, au final, il n'y a pas que ça, je vous donne vraiment des bribes quoi. Et au final, donc quelque chose de plus vieux, de plus sage, Tarmargar apprend donc du coup le nom de l'entité Izithak, un truc du genre de cette bestiole appelée roi mort-vivant. Il s'avère que c'est quelqu'un que Tarmargar a connu, il s'avère que ce personnage que Tarmargar connaît est le fils du roi et le fils du roi mage et d'une femme de chambre, un truc du genre, ce qui s'oppose un petit peu avec ce que nous a raconté le conseiller Clyd dans le scénario d'avant. Ce qui fait que soit il y a un des deux qui ment, ou qui n'a pas été compris, ou alors c'est moi qui n'ai pas très bien compris ce que voulait dire Clyd dans le chapitre antécédent. Puisque dans ce chapitre 12, dans le dénouement, dans cette fin d'intermède, il est bien précisé. Alors est-ce que c'est un problème de traduction? Ça aussi je peux pas vous dire. Alors attendez, hein, je vais retomber dessus. Oui, donc c'est vrai que je peux pas lire l'intermède numéro 3. Il est dit Izithak, donc du coup hein, le roi mort-vivant, il dit qu'il s'appelle comme ça, était en effet le fils aîné du roi mage Ultar, né de l'amour impossible de l'héritier au trône envers une femme de chambre. Né de l'amour impossible de l'héritier au trône envers une chambre. Voilà. Une famille qui ne pouvait être reconnue comme légitime car les voies de la diplomatie doivent toujours dicter le cœur des princes. Donc le fils aîné du roi avec une femme de chambre, tout simplement. Et ça nous fait un petit peu se poser des questions, je vous ai dit, voilà, par rapport à ce que nous a dit le conseiller Clyd juste avant, dans le chapitre 11. Bref, encore deux intrigues, deux interrogations. En même temps, qu'en est-il de quand même ce qu'a dit Clyd? Il doit y avoir une part de vérité, il y a quelque chose. Est-ce que Tarmargar est au courant de tout ça? On ne sait pas. Bref, le chapitre 13, on l'a pas, donc beaucoup d'inconnus, un peu de frustration, mais on va aller au chapitre 14. Il n'y a pas d'autre alternative puisqu'il faut qu'on ait le dénouement de tout ça, il faut qu'on ait les réponses à tout ça. À la fin de ce chapitre 12, on me dit d'aller chercher un objet de niveau 2, pour chaque personnage. Alors j'en ai pris qu'un seul en fait parce qu'on tourne un petit peu en rond maintenant au niveau des objets, c'est un peu frustrant de se dire ça. Donc j'ai augmenté les bottes des 7 lieux de notre ami Lord W et j'ai donné à Maya donc le lien de suprématie qui est un objet très intéressant puisqu'elle permet de faire concentration 2 et enlever un cube trauma contre 3 malédictions si jamais ça vient à arriver. Et ce lien spirituel on le gagne en fait parce que c'est le lien qui nous unit à notre comment s'appelle, à notre âme sœur quoi au final. Voilà. Donc du coup là je l'ai récupéré. Et ça m'a l'air d'être plutôt pas mal par rapport à la babiole qu'elle avait avant, qui était simplement plus 1 au niveau des actions où on encaissait un petit peu quoi. Voilà, bref, j'ai beaucoup parlé sur ce chapitre 12, mais il y avait beaucoup de choses à dire. C'est un chapitre qui était prenant, c'est un chapitre où il y avait beaucoup de choses. C'est un chapitre que je vous invite à jouer et à rejouer parce qu'il est vraiment très très bien. Il est très bien pensé. Et j'ai envie de me dire, bon bah peut-être que la prochaine fois, je serai mieux préparé et j'irai chercher ce foutu chapitre 13 pour en apprendre encore plus sur l'ascension. En attendant, on va passer au chapitre 14. Donc, voilà, donc du coup je viens de terminer ce chapitre 14, le passage au mecha. Donc de quoi s'agit-il?
nos héros et Tamagar quittent donc la cité dans laquelle avait lieu donc ce conseil et les dernières, on va dire, troupes du monde vivant étaient réunies. Je fais un tout petit point en rappelant qu'il n'y avait pas les nains donc lors de cette réunion en fait au final. Par rapport donc aux révélations qui ont eu lieu, Tamargar est assez remonté, mais sait en même temps qu'elle peut en tenir. Il propose au roi mage d'Ultar de lever une dernière armée pour aller combattre finalement les morts vivants en direction d'Amira. Voilà, donc il sait que ça va avoir lieu par là. Bien sûr, le roi mage refuse. Il dit que c'est une ambition d'un fantasme, cette guerre. Donc il refuse de mener ça dans cette bataille dans ce sens-là. Il préfère plus ou moins les attendre de pied ferme. Tamagar et donc nos héros décident de partir en direction d'Amira, où là ils vont rencontrer plusieurs choses. Mais déjà avant ça, il y a beaucoup de remises en question qui se font sur déjà nos héros, qu'est-ce qu'ils font là, etc. Bref. Ils savent que ça va être dur, ça va être compliqué, ils ont l'impression de partir, on va dire, à la mort au final. Mais bon, entre attendre et mourir et y aller et mourir, chacun fait prend sa décision et let's go, on y va. Donc il y a plusieurs traversées de forêts, de montagnes, etc. qui se font jusqu'à un passage entre deux montagnes où on nous dit, bon ben voilà, faut passer par là, c'est, on va dire, le passage du royaume des nains, en fait, entre guillemets. Et on sait que s'ils ne sont pas venus lors de ce conseil, c'est qu'il y a de fortes chances qu'ils aient été, on va dire, complètement détruits. Dans ce passage, donc le passage Omeka. Donc on rentre dans ce donjon qui est plutôt très grand, très vaste. Et relativement, on va dire, ce scénario n'est pas très long. Il sert, on va dire, de transition entre deux histoires, à mon avis, deux arcs narratifs. On rencontre une bonne femme à la fin de ce scénario qui va nous accompagner et devenir nouveau compagnon. A priori, Tamargar, la fin de cette aventure-là s'arrête. Est-ce qu'on va le retrouver dans le chapitre 15? J'en ai aucune idée. Par contre, on a un nouveau compagnon, c'est Jenna, a priori. Et elle va nous accompagner pendant un moment. Donc Jenna, qui c'est? Jenna, c'est une mère de famille mage guerrière qui a donc plusieurs solutions, soit attaque à distance, soit attaque au corps à corps en termes de compagnon. C'est aussi une mère de famille qu'on nous sauve la vie. Elle était poursuivie par plusieurs morts vivants. Ici un bourreau et une chair, un truc monstrueux que je sais plus le nom. Bref, dans tous les cas, voilà, on arrive à lui sauver la vie et elle va nous accompagner au même titre que Tamargar. Alors après, Tamargar nous dit que normalement il n'est pas censé rester. Donc on va voir chapitre 15 s'il reste pas, je sais pas. En tout cas, Jenna nous dit, ou Jamina, non c'est Janima, nous dit, bon ben, ou Janina. Janina nous dit, bon ben, Nera, c'est la ville donc naine, ils sont tous renfermés sur cette cité. Nuit et jour, des vagues et des vagues de milliers de morts vivants viennent s'écrouler, s'échouer contre les murailles de la cité. Et ils arriveront bientôt à bout. Hein. Ils ont réussi à fuir, ils ne savent pas trop comment, mais en tout cas, voilà, Nera est prise d'assaut. Mais c'est aussi la direction de nos héros et de Tamagar. Donc ils savent très bien qu'ils vont devoir y aller. Et cette petite famille donc, composée de Janina et ses enfants sont assez, on va dire, contre cette idée-là. Pourquoi? Pour simple raison qu'ils en viennent en fait de cette ville et ils savent un petit peu ce que c'est et donc ils ont beaucoup d'appréhension. Bon, la différence près, elle sera accompagnée de nos héros. Donc les enfants a priori sont sous la couverture de Tamagar, donc je pense que c'est pour ça qu'on va peut-être pas le retrouver dans les chapitres suivants. Voilà. Donc j'ai utilisé un personnage de la boîte de base de Drunagor pour jouer le rôle de Janina, rien que par le sceptre qu'elle présentait. Et je pense que je vais la jouer effectivement à distance. Donc c'est comme ça. Donc elle a 5 de déplacement, elle fait 3 dégâts et en plus brûlure 2. Donc en gros ça fait des cycles périodiques de 5 dégâts, c'est pas négligeable. Donc voilà, Janina, nouveau compagnon donc, de notre aventure. En soi, ce scénario était, comme j'ai dit, assez standard, assez moyen, très court, il a duré 1h30.
Comparé à d'autres, c'est pas très long. Mais voilà. Pour ce qui est de cette fin de scénario, enfin quelque chose d'intéressant qui arrive. On a débloqué une compétence supplémentaire de classe pour nos héros. Et là, à ce moment-là, j'ai enfin pu mettre l'âme pure, donc de l'arc sanctification prêtre pour Lord W, où on peut accumuler 2 cubes malédiction supplémentaires, monter jusqu'à 8. Et ça, c'est super important de par son passif. Souvenez-vous. Donc là, ça devient très très intéressant. Pour ce qui est de Maya, j'ai débloqué donc un petit peu plus l'arc assassin où je lui ai proposé, où j'ai mis en fait lorsqu'on fait des 16+, l'attaque gagne un dégât supplémentaire. Donc ça me paraît plutôt bien engagé. Oui, au niveau du scénario, on se retrouve avec donc un personnage qui est ciblé tout le temps par les ténèbres, l'autre pas du tout, avec une petite dynamique différente. Bon, sincèrement, comme je dis, c'est pas le meilleur des scénarios. Par contre, il a le mérite de faire la transition et de nous apporter un nouveau compagnon. Donc du coup, c'est déjà pas trop mal. Voilà, donc ça sera la fin de ce scénario 14 et on va attaquer le numéro 15 assez prestement.